Donc la séance du 16 octobre du Conseil municipal. Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à Madame Alberte Parola, qui... Alberte. Je suis désolée, c'est la fatigue du soir. Et donc, qui remplace Nathalie Arnaud, démissionnaire. Et bien, bienvenue dans le Conseil municipal de Furaux. Donc, on commence. Antoine, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'Antoine soit secrétaire de séance? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Antoine va procéder à l'appel. Hélène Roubolène, Marie-France Lefort, Daniel Bouiran, Marie-Dominique Bagous, Jean-Paul Blay, Marielle Veuillet, Yoann Michelozzi, Béatrice Monfillon, Teresa, Guillaume Volant, Dominique Chêne. Procuration Michel Liotto. Gaël Barthélemy Lassagne. Michel Liotto. Françoise Comohoc. Joël Elbanez. Procuration à Jean-Paul Blay. Nicole Ferré. Michel Giraud. Procuration à Hélène Laine. Sonia Marcelli. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Veuillet, mais il va peut-être arriver. Audrey Bonnet. Philippe Audier. Françoise Caillol. Procuration à Françoise Comohoc. Fatma Toua Clément. Françoise présent. Emmanuel Butavant. Procuration à Yoann Michelozzi. Jean-François Dubu. Agnès Pellens. Marc Lévy. Christophe Neuville. Présent. Et Arlette Parola. À votre lecture, alors avant de commencer, exceptionnellement, d'ajouter une délibération qui est la délibération, donc aux délibérations déjà prévues ce soir. C'est la délibération qui nous permettrait de voter la subvention à l'association Cœur de Vie, qui est l'association des commerçants qui prépare son marché de Noël et qui a besoin que l'argent lui soit versé au plus vite. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ajoute cette délibération à ce conseil? Oui. Donc elle sera ajoutée. Si tout le monde est d'accord, c'est bon. Merci. Donc nous en sommes pour commencer à l'approbation du compte-rendu du Conseil du 21 septembre 2015. Y a-t-il des remarques? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais faire la remarque concernant le point sur la renonciation aux pénalités de retard dans l'exécution d'un marché. Là. Il paraît être important d'évoquer deux choses. Là. Le montant de cette pénalité-là, de 50 000 €, ce qui a été évoqué, et puis le fait que la réponse qui avait été apportée en disant que si on allait chercher ces pénalités, on ne trouverait plus d'entreprises qui seraient prêtes à travailler sur Furaux. Je pense que c'est deux éléments importants du débat qu'on a eu la dernière fois, donc il me paraît nécessaire de les rajouter au compte rendu. C'est noté. Sous couvert de ce rajout, nous serons favorables, il faudrait voter ce compte rendu. Alors, si vous nous dites que vous le rajoutez, à ce moment-là... C'est bon. D'accord. Karine vient de le noter et je pense qu'elle le fait toujours quand s'il demande. S'il n'y a pas d'autres remarques, nous pourrons voter. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Alors, vous avez vu que nous avons une information du conseil municipal qui est le résultat de l'étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage en lien avec le PLU. Donc c'est le bureau d'études qui va se charger de nous faire ce compte rendu. Il s'agissait simplement de faire un bilan du PLU puisqu'il avait été voté en 2008. Donc l'idée c'était d'en faire un bilan et surtout de le mettre à jour en fonction des évolutions législatives qui avaient eu lieu. Il y a la loi sur le Grenelle de l'environnement, la loi Allure, etc. Donc l'idée étant de le dépoussiérer, s'il fallait le dépoussiérer, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, mais surtout d'avoir un bilan et de voir comment on pouvait y insérer des évolutions législatives depuis le vote du PLU. Donc c'est le bureau d'études qui va nous présenter ce bilan. Bonjour. J'espère que tout
tout le monde m'entendra, je n'ai pas de micro, mais je vais essayer de parler fort. Donc cette étude qui nous a été confiée par la commune s'est déroulée en plusieurs phases. Une phase qui était législative, qui regardait les dernières évolutions des lois survenues dernièrement et des impacts qu'elles allaient avoir sur le PLU actuel et le PLU futur. Un bilan du PLU, comme Madame le maire l'a dit, qui faisait le point de la production de logements et de la consommation foncière durant le temps du PLU, c'est-à-dire de 2008 à maintenant, et encore un peu plus tard. Une phase aussi de perspective d'évolution, où on essaye de sentir d'ores et déjà vers où va s'orienter le futur document d'urbanisme pour faire face aux objectifs de l'avenir. Et bon, une phase de bilan des conséquences de toutes ces évolutions pour votre futur document d'urbanisme. Quelles sont les dernières lois? Alors, vous connaissez les termes puisque vous en entendez parler au gré des informations. La loi Grenelle, la loi accès pour le logement et un urbanisme rénové dite ALUR, un terme un peu barbare. La loi Matman, et la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, du doux nom 3AF. La loi Grenelle, quels sont ses grands principes? Les PLU approuvés depuis le 12 janvier 2011 doivent intégrer les dispositions de la loi Grenelle 2 lors de leur prochaine révision, c'est-à-dire au plus tard au 1er janvier 2016, reporté au 1er janvier 2017 par la loi ALUR. Les obligations pour tous les PLU sont d'analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, de fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, définir des orientations générales de préservation et de restauration des continuités écologiques et de réaliser des orientations d'aménagement. Pour FUVO, le PLU a été approuvé en février 2008. Il demeure applicable, mais il doit intégrer les dispositions du Grenelle 2 au plus tard, donc au 1er janvier 2017. Donc il va falloir que le document d'urbanisme fasse une évaluation environnementale qui n'est pas systématique en l'absence de site naturel 2000 sur la commune. Mais bon, il va falloir au moins faire une procédure cas par cas en la soumettant à la réelle. Qu'est-ce que c'est une procédure cas par cas? C'est-à-dire qu'on soumet le dossier de PLU à l'ADREA, qui est l'organisme qui gère tout ce qui est environnement, et elle nous dit s'il faut faire ou non une évaluation plus approfondie au vu du projet. La loi ALUR. La loi ALUR a amené de nouvelles choses réglementaires à faire, notamment l'analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, qui est une nouvelle étude, et des inventaires aussi des capacités de stationnement public. Elle a une autre conséquence qui est d'application immédiate pour le PLU de FUVO, qui a été d'application immédiate pour le PLU de FUVO, qui a été la suppression de deux outils que nous avions pour gérer la constructibilité du territoire, qui était le COS, coefficient d'occupation du sol, et la taille de la superficie minimale de parcelle. Ces deux outils ont été supprimés d'application immédiate pour les PLU par la loi ALUR, et donc la commune de FUVO a fait une modification pour trouver d'autres outils pour maintenir la constructibilité telle qu'elle était du document d'urbanisme. Parce que quand vous supprimez, quand sur une parcelle vous n'avez que le COS et la taille minimale de parcelle qui gère la constructibilité, si vous les enlevez, vous imaginez que la constructibilité peut augmenter énormément. La loi MATPAL, alors c'est la création de la métropole Aix-Marseille au 1er janvier 2016, qui donne la possibilité d'élaboration du PLU par le Conseil de territoire si la compétence est déléguée par le Conseil de la métropole. Alors, donc c'est si les deux tiers des communes sont d'accord, les deux tiers des communes appartenant à la métropole votent
l'élaboration d'un PLUI, il peut être délégué à la métropole. La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Alors, elle offre de nouvelles possibilités dans le PLU, puisqu'on peut maintenant repérer des bâtiments dont on va pouvoir dire qu'ils peuvent changer de destination dans les zones agricoles, naturelles et forestières. C'est intéressant parce que ça ouvre des perspectives. Alors jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas faire de bâtiments nouveaux en zone agricole sans être agriculteur. On peut aussi, et ça bien sûr en dehors des zones spécifiques qu'on pouvait créer pour ça. Par contre, ces changements doivent passer en commission, alors des commissions avec des noms barbares, hein, CDP, NAF et CDNPS, qui doivent donner un avis qui doit être conforme pour que les modifications soient approuvées. Donc, quelles sont les obligations de réaliser une évaluation environnementale? Les évaluations environnementales sont introduites par la loi SRU et renforcées par la loi Grenelle 2 et la loi ALUR. Donc il s'agit d'un état initial de l'environnement, des incidences notables et prévisibles du projet, et il faut aussi expliciter les choix retenus pour le PADD et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences dommageables du PADD. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut justifier de l'impact sur l'environnement du PLU. Elle n'est pas systématique, bien sûr, puisqu'il faut avoir sur le territoire des espaces à forts enjeux environnementaux pour pouvoir, pour justifier de cette... comment dire, il faut qu'il y ait un cadre environnemental fort pour que le PLU ait un impact dessus. Par exemple, la présence d'un site Natura 2000 sur le territoire peut déclencher une évaluation environnementale. Ou comme nous disions auparavant, s'il n'est pas présent, une demande au cas par cas. En cas d'incidence, une incidence c'est quoi? C'est une zone, par exemple, une zone boisée qui serait ouverte à l'urbanisation dans un corridor écologique reconnu. Là, il faut soit décrire l'incidence, décrire si elle est dommageable ou pas pour l'environnement, et si elle est dommageable, dire ce qu'on fait pour en réduire, éviter ou compenser l'impact. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, la commune de Fuveau ne contient pas de site Natura 2000, donc on sera dans le cas de figure d'une évaluation cas par cas à la réelle. La loi ALUR impose-t-elle le transfert de la compétence PLU-PLUI à la métropole ou à un EPCI? Au 1er janvier 2016, on a la création de la métropole Aix-Marseille, qui prendra la compétence en matière de documents d'urbanisme, SCOT, PLH, PDU. PDU, c'est, je le rappelle, le classement urbain. Le conseil de métropole pourra achever les procédures en cours, c'est-à-dire que si vous avez engagé un PLU, il pourra prendre le volet et de continuer, dans un délai de 2 ans jusqu'au 1er janvier 2018. Après, c'est elle qui prendra en charge complètement l'élaboration du PLU. À moins que un quart des communes fassent opposition, représentant au moins 20% de la population. L'élaboration d'un PLU est-elle obligatoire? La métropole sera chargée, via des conseils de territoire, d'élaborer plusieurs PLUI couvrant l'ensemble des territoires métropolitains. Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi d'élaboration et de toute la procédure d'évolution du PLU. Et au 1er janvier 2016, les PLUI seront de compétences métropolitaines, mais élaborés à l'échelle des conseils de territoire.
Bon, ça redit un peu ce que je vous ai dit précédemment. Quelle incidence du SCOT a lieu? Le délai de mise en compatibilité, alors une fois que le SCOT est approuvé, le PLU devra être rendu compatible dans un délai d'1 an avec le SCOT. 3 ans si cela implique la révision du PLU. Pour le SCOT, il y a un principe de constructibilité limitée en absence de SCOT. Alors, donc le SCOT de la CPA il est en cours de révision. Il devrait être approuvé avant la fin de l'année 2015, selon le planning annoncé. Donc le FUVO ne devrait pas être concerné par cette mesure de constructibilité limitée en absence de SCOT. Je vous rappelle qu'en l'absence de SCOT, il est impossible d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation, que ce soit des zones à urbaniser délimitées après le 1er janvier 2002, des zones agricoles ou forestières. Et on interdit de délivrer des autorisations d'exploitation commerciale ou cinématographique à l'intérieur d'un secteur rendu constructible après la loi UH 2003. Donc ça, c'est des choses très juridiques avec des lois qui déclenchent à partir de certaines dates des phénomènes de constructibilité, mais bon, c'est assez bien défini par le cadre juridique. Voilà, donc ça c'était le cadrage un peu, je dirais, juridique des évolutions réglementaires récentes. Nous avons mené également donc, un bilan du PLU. Le PLU, je vous rappelle, il a été approuvé en 2008. Il était venu d'Acos, vous voyez à l'écran en haut, qui avait quand même un territoire largement ouvert à l'urbanisation, puisque c'est toutes les couleurs orangées que vous voyez à l'écran. On avait 29% du territoire qui était consacré à des zones naturelles bâties, 10% à des zones urbaines et 30% à des zones, donc 52% à des zones naturelles et agricoles. Le PLU a fait un gros travail de requalification d'espaces urbains, de resserrer l'espace urbain autour du noyau villageois, puisque à l'issue de la démarche d'élaboration du PLU, on a non plus 52% du territoire qui est consacré à l'agriculture et au naturel, mais 82%. Les zones urbanisées représentant 9% et les zones à urbaniser, c'est-à-dire pour le futur, 9%. Donc vous voyez 18% de l'espace qui est urbanisé dans le PLU contre auparavant 49%. Pardon, 39%. Donc là, c'est un peu, voilà. On retrouve ce que je viens de dire. Vous voyez les camemberts de répartition. Le poste avait une capacité d'accueil théorique de 1700 logements. Et par le biais du jeu d'écriture du règlement, elle a été maintenue dans le PLU approuvé, puisqu'on a à peu près la même capacité théorique. Quelles ont été les modifications du document d'urbanisme depuis qu'il a été approuvé en 2008? Alors là, vous avez la liste à la fenêtre de toutes les modifications. Donc, la modification numéro 1 est annulée par le tribunal administratif. La modification numéro 2 a ouvert à l'urbanisation la zone d'activité de Saint-Charles. Elle a créé des périmètres de mixité sociale. Elle a réduit, vous voyez, il y a toute une liste de modifications. Je ne veux pas vous énumérer, ça c'est trop fastidieux. Sachez donc que le PLU a évolué au gré de 3 modifications principales. La dernière étant la modification simplifiée numéro 2, qui a constitué l'annualisation du PLU, c'est-à-dire retrouver des outils pour gérer la constructibilité du territoire sans avoir à utiliser le code et la taille minimale de parcelle. Vous voyez sur cette carte la traduction spatiale de ces modifications.
avec en rouge les zones qui ont été ouvertes à l'urbanisation, c'est-à-dire que les zones, dans un PLU, il y a des zones qui sont immédiatement constructives, qui sont les zones urbaines, les zones qui sont à urbaniser sous conditions, qui sont les zones AU, dans le cas de Fribourg, c'est AUH1 pour l'habitat, et des zones qu'on garde un peu sous coude pour l'avenir, qui sont les réserves foncières, qui sont les zones AUH2. Donc, des procédures de modification, telles qu'elles ont été conduites sur le PLU Fribourg, ont permis d'ouvrir à l'urbanisation des parties de territoire et d'enfermer certaines d'ailleurs, des besoins. Donc en rouge, les ouvertures à l'urbanisation, en bleu, les fermetures à l'urbanisation, qui sont peu nombreuses, hein, bien sûr, et en orange, les zones où il y a eu des modifications mineures de zonage. Les ouvertures à l'urbanisation ont touché aussi bien des zones pour l'habitat que des zones pour l'activité, notamment la zone AU de Saint-Charles, hein, qui a été largement ouverte à l'organisation. Les surfaces concernées sont 36 hectares pour l'ouverture à l'urbanisation. Alors, fermeture à l'urbanisation, c'était des zones qui avaient été imaginées, ouvrables, urbanisables, et qui au final ne l'ont pas été, puisqu'elles étaient difficiles à équiper, même dans l'avenir. Donc c'était 5,3 hectares et d'autres modifications mineures pour 17,6 hectares. Le PLU actuel, là on en a une version simplifiée, colorisée, pour vous donner une idée des vocations des zones. Donc vous reconnaissez ou pas le territoire communal, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir comme ça. Donc vous avez la zone UA au centre, bien sûr, qui est la zone de l'habitat ancien, les zones U périphériques en orangé, les zones d'activité que vous reconnaîtrez parce qu'elles sont légèrement violettes, et les zones à urbaniser pour l'habitat en espèce de rose, les zones à urbaniser pour l'activité, et celles qui sont actuellement fermées à l'urbanisation qui sont dans les tons bleus, bleu clair, et qui sont ces zones sont importantes pour l'avenir de Fribourg parce que c'est celle-là, c'est la marge de manœuvre en fait du territoire de Fribourg pour l'avenir. Quand nous avions élaboré le PLU, le PADD fixait des objectifs pour l'habitat, notamment au travers de son PADD, par des grandes orientations qui étaient affirmer l'identité de la ville et de ses quartiers, avec un développement urbain maîtrisé, une population de 12 000 habitants à l'horizon de 10 ans, et un développement, tout en maintenant un développement urbain de qualité. Une autre orientation était d'améliorer l'attractivité de la ville, en développant la mixité sociale et urbaine, et en renforçant l'attractivité du centre et du hameau de la Barre. Donc ce plafond maximal de 12 000 habitants, retenu par le PADD à l'horizon 2018, au vu des évolutions actuelles de la population, et en prolongeant les tendances de cette évolution, qui est la projection du taux d'accroissement annuel moyen observé entre 1999 et 2011, qui est actuellement de 1,84, montre que l'objectif qui avait été imaginé dans le PLU, qui était atteint en 2018, qui était de 12 000 habitants, vous voyez sur cette courbe, tout sera en fait atteint en 2024, au gré des évolutions actuelles. Un document d'urbanisme gère beaucoup de choses, et notamment la constructibilité du territoire, au gré d'un règlement. Donc là, vous voyez la liste des zones du PLU de Fribourg, avec les outils pour gérer sa constructibilité, qui sont actuellement, puisque nous avons fait la modification à mur, le coefficient d'emprise au sol, c'est-à-dire la projection au sol du volume bâti qui peut être occupé sur un terrain. Donc, la constructibilité était aussi gérée par la hauteur, qui prend une importance maintenant plus grande que quand on utilisait l'outil POST, puisque
pour réaliser sa constructibilité pleine et entière, il faut faire la hauteur qui est imposée, qui est maximum qui est possible. Ça peut faire moins, bien sûr. Un autre outil qui a été mis en place, c'est le coefficient d'espace vert, appelé du nom de Ked, qui gère aussi la partie non imperméabilisée de la parcelle. Donc avec ces deux outils, on détermine la constructibilité. Vous voyez sur la colonne qui est là que les causes qui étaient pratiquées auparavant, qui ont été remplacées par ces deux outils. La mûrisation cherchait à maintenir la constructibilité des zones du PLU telle qu'elle était auparavant. Il y a beaucoup de zones qui n'ont pas été touchées par cette aguerrisation puisqu'elles étaient gérées par les ZAC. Elles sont issues de ZAC et donc elles avaient une surface de plancher qui était imposée dès le départ. Donc ça, l'aguerrisation ne l'a pas modifiée. Dans un PLU aussi, il y a des outils qui sont en faveur du logement social, notamment le périmètre de mixité sociale. Donc, c'est géré par un article du Code de l'urbanisme. Et dans le PLU de Fuveau, on a délimité dans les zones urbaines et urbanisées à vocation d'habitat des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logement d'au moins 900 m² de surface de plancher, 30% de ce programme en nombre de logements doivent être affectés à des catégories de logements sociaux. Ce seuil de 900 m² de surface de plancher a évolué au gré du PLU, puisque au moment de l'approbation du PLU, il était de 1650 m² de chêne à l'époque, puisque c'était la mesure qu'on faisait de l'espace habitable, avec un taux imposé de 25%. Dans la modification numéro 2, ce seuil, on a augmenté le taux de LLS à 30%, tout en maintenant le seuil de SP à 1650. Mais bon, avec le recul des services instructeurs, on s'est rendu compte que ce seuil était trop élevé, il ne permettait pas de déclencher assez de logement social. Donc dans la modification numéro 3, ce seuil a été baissé à 900 m² et le taux de LLS imposé a été maintenu. Et ce seuil de 900 m² est encore envisagé à être baissé parce que là aussi, c'est trop facile de le contourner pour ne pas réaliser de logement social. Ça touche les zones qui sont en rose sur ce plan, qui sont les zones à vocation d'habitat intercommune. Une autre mesure en faveur du logement social, c'est la bonification de la constructibilité. Donc ça touche exclusivement les zones UC et AUH1. Ça permet un dépassement du caisse maintenant, c'est-à-dire de l'emprise au sol, si on est dans un programme avec 30% de logements locatifs sociaux. Donc on peut majorer l'emprise au sol de 10%, dans le respect des autres règles. Il y a une exception dans les zones AUH1 qui est le cas de Rivière parce que le taux a été fixé, de logements sociaux a été fixé à 0,40. Je n'ai pas souhaité de le dépasser. Donc, avant la mutualisation, donc cette règle, bien sûr, vous l'avez compris, elle cherche à favoriser les opérations qui portent du logement social. Des logements sociaux. Avant, c'était une majoration du COS qui s'appliquait, et maintenant, c'est une majoration du CAIS. Mais elle ne s'avère pas assez incitative. 10% du CAIS n'est pas assez incitatif, notamment pour les zones qui ont un CAIS faible, parce que je me rappelle, je reviens un peu en arrière, on a des zones avec une emprise au sol qui est fixée, qui est de 0,15%, c'est-à-dire 15% de la parcelle qui peut être occupée par du bâti. Et dans ces cas-là, la majoration est trop faible pour être efficace. Donc une réflexion est en cours pour améliorer cette bonification pour favoriser le logement social.
Une autre mesure en faveur du logement social qui est bien utile, sont les emplacements réservés. Sur la commune de Fuveau, il y en a un certain nombre qui sont fixés, d'emplacements réservés pour faire du logement social. Certains ont été déjà réalisés, notamment l'opération de la Bastille de Garias, et nous sommes en cours d'acquisition. Donc actuellement, on a 12 logements qui ont été réalisés par le biais d'emplacements réservés, ainsi qu'une aire d'accueil des gens du voyage. Et au total, au gré des 7 emplacements réservés qui restent et de l'ER pour la résidence senior, on a 118 et 121 logements. Alors pourquoi c'est une fourchette? Parce que pour certains emplacements réservés, on ne peut pas fixer un nombre sûr et certain de logements sociaux. C'est une fourchette, par exemple 4 à 6 logements sociaux. Donc forcément, ça fabrique une fourchette à nouveau. Donc là, c'est 118 à 121 logements sociaux qui sont en programmation par le biais d'emplacements réservés. C'est déjà bien, ça pourrait être amélioré. Vous en avez ici une traduction, une localisation sur une spatiale. Donc vous voyez, vous reconnaissez le site de Loupière et les secteurs qui sont en centre-ville. Et là, c'est l'opération qui a été réalisée, la Bastille des Garias. Combien de logements ont été réalisés depuis l'approbation du PLU? Donc ça, c'est un travail qui a été assez minutieux puisqu'il a fallu collecter tous les permis de construire réalisés entre 2008 et 2014 pour permettre de quantifier la production de logements issus du PLU. Le résultat, c'est que 489 logements ont été construits sur cette période, donc 2008-2014. En majorité du logement individuel, 60%, mais un taux non négligeable de logement collectif, c'est intéressant parce qu'on voit que le PLU au gré de ses règles, a favorisé la densité. On a en moyenne actuellement à Fuveau 70 logements par an. 70 logements par an, donc avec cette répartition 60-40, ça fait 42 individuels et 28 collectifs. Vous voyez dans la courbe qui est en dessous là que c'est une production un peu en dents de scie, bien sûr, hein, notamment pour les logements collectifs, parce que dès que vous avez une opération importante, hop, ça fait un pic. Et chaque opération, il n'y en a pas tous les mois qui sortent, heureusement. Quelles sont les zones qui ont été les plus construites? C'est essentiellement la zone UC, puisque 49% des logements produits ont été dans cette zone, mais aussi les zones AUH, hein, puisque vous voyez le chiffre, 31%. Et aussi un petit peu dans la zone centrale, mais bon, le potentiel de la zone historique, là, est à peu près fini, hein, à part si on fait des opérations de renouvellement urbain. La croissance effective de la commune, mesurée au travers de l'examen de ses permis de construire, est moins forte que celle envisagée dans le PLUD, hein, puisqu'on a une augmentation de 12,7% des logements depuis 2008. Donc en 2015, si on fait le calcul avec les permis de construire, il y aurait 4317 logements, environ, ça était près, mais bon, donc qui se traduisent en 3865 résidences principales et qui donneraient plus de 10 000 habitants. Donc les 12 000 habitants seraient atteints en 2026. Avec cette croissance, et non en 2018 comme indiqué le PLUD. Là, vous avez la localisation des permis. Donc, dans cette localisation, bien sûr, vous avez les permis pour habitat et pour activité, puisque vous voyez qu'il y a des rouges dans les zones de Saint-Charles. Comment ont évolué les logements locatifs sociaux sur cette même période? Donc au 1er janvier 2015, 196 logements sociaux recensés sur la commune. Donc les logements sociaux, ça s'exprime aussi par un taux rapporté sur les résidences, nombre de logements rapportés sur les résidences principales. Donc il est de 5,4% par rapport aux résidences principales de 2011.
Et en plus, on peut y ajouter à ces logements une dizaine de logements communaux qui vont être conventionnés, qui n'ont pas été encore recensés dans le panel des logements sociaux. Vous voyez que cette courbe qui montre le début du PLU montre bien l'accélération quand même que le PLU a initié sur la production de logements sociaux et qui a permis notamment de sortir la commune du constat de carence, puisqu'il y a 66 logements locatifs sociaux en 5 opérations qui ont été produites depuis 2008. L'évolution du nombre de logements sociaux alors, donc la production de LLS elle est bien sûr issue de projets de construction soumis à l'obligation de mixité sociale, puisqu'on a vu qu'on avait créé des périmètres et que ces périmètres ont agi. Mais également, il y a certaines opérations qui n'attendaient pas d'être dans un périmètre de logement social pour une mixité sociale pour faire des logements sociaux. Et donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, parce que c'est quand même un des grands soucis de la commune, cette production, notamment pour répondre aux objectifs du PNH. Donc là, en gros, vous avez, il faut retenir, en gros, donc on a 242 logements en cours, en projet à court terme et à moyen terme. Il est prévu aussi de conventionner, enfin de recycler 46 logements du parc ancien pour les conventionner. Ces 242 logements sociaux, c'est 47 logements vraiment en cours de réalisation actuellement sur le territoire de la commune. C'est 195 logements qui sont en état de projet assez avancé. Donc 121 qui sont inscrits actuellement dans des emplacements réservés. Donc ça c'est une valeur sûre quelque part, puisque l'emplacement réservé a un pouvoir assez fort, plus fort que les périmètres de mixité sociale qui sont du bon pouvoir de l'opération. Là, quand vous mettez un emplacement réservé sur un territoire, il n'y a pas d'autre choix que de faire ce qui est inscrit dans l'emplacement réservé. La commune a fait un gros effort notamment pour initier des projets, donc elle a maîtrisé un certain nombre de terrains sur lesquels elle a lancé des opérations. Donc il y en a 44 logements qui sont issus de terrains maîtrisés par la commune. Et il y a des opérateurs privés, bien sûr, qui jouent le jeu aussi. Donc on a une opération actuellement de 30 logements qui sont en projet. Donc si on ajoute les 242 plus les 46 logements qui seraient du recyclage du parc ancien, on aurait quand même 280 000 logements en préparation pour la période 2015-2021. Donc c'est vraiment un potentiel intéressant. La petite carte qui va avec. Donc là vous voyez tous les emplacements réservés qui sont en cours, réalisés, en projet. Alors elle n'est pas complètement exhaustive puisqu'on a cette étude a été bouclée au mois de printemps, c'est ça. Et on a quand même actualisé jusqu'à la dernière minute avec les derniers projets qui n'ont pas fait l'objet d'une cartographie. On va actualiser les cartes à l'infini. Quels étaient les objectifs triennaux auxquels est soumise la commune? Elle doit produire 201 logements sur la période 2014-2016, soit 58 logements par an, 199 pour la période 2017-2019. Donc en tout 400 logements sociaux d'ici 2019. Donc on a vu qu'il y avait 288 logements en préparation sur la commune, auprès de différents emplacements réservés. Donc si on les soustrait aux 400 logements à produire d'ici 2019, on a 112 logements sociaux à produire, entre guillemets, pour atteindre l'objectif triennaux d'ici 2019. Hors accession sociale. Donc voilà. Donc là, vous avez déjà eu un gros pavé sur le bilan du PLU. Le bilan du PLU, c'est la production de logements, mais c'est aussi la consommation d'espace. Je vous rappelle que évaluer la consommation foncière, c'est une obligation des dernières lois. Donc, l'étude a fait le bilan de la consommation foncière en observant
l'évolution du territoire par photo aérienne, par le biais des permis, par le cadastre. Et donc, ça nous a permis d'estimer la consommation foncière sur le temps du PLU. Alors, qu'est-ce qui s'est consommé sur le territoire? Alors, je vais parler en hectares, c'est pas sûr que ça fasse image pour vous, mais bon, c'est des chiffres qui, après, seront déclinés pour fixer des objectifs maîtrisés de consommation d'espace. C'est important de savoir ce que la commune a consommé dans le passé et ce qu'elle compte consommer dans l'avenir, sachant que si elle a des besoins en population ou en logement qui se déclarent, elle a plusieurs façons de faire. Elle peut soit consommer de l'espace nouveau, aller urbaniser des territoires qui n'étaient pas urbanisés, ou travailler au sein de sa zone urbaine existante pour densifier et éviter de trop consommer d'espace, puisqu'on est dans un cadre réglementaire qui nous oblige à maîtriser le développement urbain et à restreindre la consommation d'espace. Donc depuis 2008, 66 hectares à peu près, un peu plus, ont été consommés, ou sont en cours de consommation, parce qu'on a regardé les permis en cours aussi. Sur ces 67 hectares, il y en a 49 pour du logement. Donc ça nous fait 9,5 hectares par an pour ce compris, et ici 7 hectares pour les logements. Une grande partie de cette consommation concerne des terrains déjà relativement denses, des terrains urbains bien sûr, en zone UC1, UC2. Bon, et bien sûr, la part du collectif est faible dans cette consommation, puisque par essence un collectif ne s'étale pas dans l'espace, il monte plutôt en hauteur, et donc son empreinte au sol est plus faible en fait que l'habitat individuel. Il est moins consommateur de terrain. 56% de cette consommation concerne l'habitat diffus en zone UCH, LB et A. Et alors ça, c'est une consommation qui est issue aussi du passé, puisque vous savez qu'il y a quand même une espèce d'inertie. Quand vous déposez un permis, il ne se réalise pas tout de suite. Et donc, une partie de la consommation foncière observée dans le temps du PLU vient des permis qui ont été déposés dans le temps du poste. Donc les zones U et AU ont consommé à elles toutes seules que 26 hectares sur l'ensemble du territoire. Donc si on rapproche ces chiffres de consommation foncière des logements qui ont été produits dans le même temps, on peut calculer une densité de la production. Donc on voit que le PLU de Fuveau a une densité moyenne de la production de 10 logements à l'hectare, soit à peu près 1000 m² en moyenne par logement. Donc bien sûr, cette densité est différente si on est dans les zones urbaines ou dans les zones urbanisées. Donc là, vous avez les chiffres qui sont inscrits. On a 17 logements à l'hectare dans les zones U et AU, soit en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, 600 m² par logement à peu près. Voilà, qui peut se décliner différemment en zone UC, en zone UA ou en zone AUH. Donc on voit bien que les zones AUH qui sont là ont une meilleure rentabilité puisqu'elles font 29 logements à l'hectare. Les zones centrales bien sûr aussi, puisque l'opération qui a eu lieu dans la zone UH fait 76 logements à l'hectare. Et les zones UC sont moins denses. La petite carte qui va avec. Donc vous localisez ici la consommation foncière. Vous pourrez, alors avec ce pourquoi elles ont été consommées, c'est-à-dire pour activité, pour habitat diffus, pour habitat dense ou pour équipement. Parce que bien sûr, une ville ne croît pas que par l'habitat, il faut de l'activité qui accompagne cette croissance et il faut aussi amener les équipements et tout ça c'est consommateur d'espace. Le fond de la carte, c'est l'occupation actuelle du sol, c'est-à-dire que c'est un travail qu'on avait initié dans le PLU et qui a été poursuivi, actualisé actuellement.
Et donc vous voyez en jaune les espaces dévolus à l'agriculture, en vert les espaces boisés et en orangé les espaces bâtis. Là vous voyez cette même consommation foncière selon les zones du poste, un peu plus clairement. Donc on voit que c'est bon. Donc les taches noires sont celles qui sont, c'est le mouvement d'inertie dont je vous parlais, c'est la consommation foncière issue du poste qui se traduit là. Et les taches rouges, c'est la consommation foncière vraiment issue du PLU qui est concentrée essentiellement dans les zones UC périphériques du centre-ville. Bilan de la consommation foncière, donc là on va mettre un peu des chiffres encore. Excusez-moi, beaucoup de chiffres aujourd'hui. Donc, les objectifs du PLU, on avait parlé de 12 000 habitants, ça se traduit par à peu près un besoin de une production de 1765 logements. La consommation foncière observée dans le camp du PLU a été, dans les zones urbaines et urbanisées, de 26,6 hectares. Les logements produits, c'est un espèce de récapitulatif des chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Les logements produits dans les zones UAU ont été au nombre de 455, dont 66 logements sociaux qui correspondent à 14% de la production totale, des 455. Et donc, toutes zones confondues, si on prend également les zones qui ne sont pas UAU, on a eu 489 logements. Les perspectives d'évolution. Quand on a élaboré le PLU, un exercice que nous avions fait, c'était de regarder la capacité résiduelle du document que nous avions produit, c'est-à-dire d'imaginer la constructibilité qui pourrait découler des zones clés. Donc, dans le PLU approuvé, on avait estimé à 1765 logements dans les zones constructibles, soit un potentiel de 2500 logements au terme du PLU. Donc là, vous voyez une répartition en zone U, en zone AU. Donc, j'ai dit... oui, 1500 habitants. Non, c'est... et 1765, c'est pour l'ensemble des zones. Sur les zones ouvertes à l'urbanisation, qui sont les zones U et AU, UH1, c'est plus que 1080. Donc ça, vous voyez les graphiques montrent la répartition des surfaces dédiées à l'habitat. Donc on voit que les zones urbaines sont très importantes sur le territoire. Les zones fermées sont aussi également importantes, puisqu'elles représentent 40%. Et les territoires urbanisables sous condition représentent 7%. Quand on regarde les surfaces libres de ces zones, parce que bon, actuellement la commune de Puyvaux est quand même relativement construite, on voit que les surfaces libres sont réparties beaucoup en zone urbaine, beaucoup en zone AUH1 et beaucoup bien sûr en zone fermée. Et quand on regarde la capacité de produire des logements, on voit que les zones urbaines bien sûr portent le maximum de la constructibilité, les zones AU également, et il y a un réservoir notable sur les zones AU. On a bien sûr fait l'exercice de voir quelle avait été la production de logements, quel avait été le territoire consommé depuis l'approbation du PLU. Donc il faut révisiter la capacité d'accueil résiduelle du document puisque ce n'est plus la même. Donc actuellement en 2015, avec les terrains libres encore disponibles sur le territoire, on peut évaluer la capacité d'accueil du document d'urbanisme. Non, c'est essentiel. Oui, parce qu'on a réduit, on a consommé du territoire, mais on a consommé une partie du potentiel. Il n'y a que 700 véhicules logements. Non, c'était marqué habitant, si c'était bien 2500. C'est moi qui ai mal en cœur. Une fois c'est total, une fois c'est que les zones. Donc,
donc actuellement, la capacité résiduelle du PLU elle est de 728 logements dans les zones constructibles, soit encore un potentiel de 1785 habitants. Donc on observe une meilleure rentabilisation des zones AUH1, les zones de projet bien sûr, que des zones U, qui dépendent beaucoup plus de la promotion privée. Et donc on a un potentiel de densification exploré dans les zones urbaines. Donc là vous avez, quand on vous parle de rentabilisation, en fait ça fait part à des notions de densité. Vous voyez qu'en fonction des zones, la rentabilité, c'est-à-dire le rapport entre le potentiel de logement et la surface disponible est plus fort. Dans les zones AUH1, on observe une rentabilité de 26,9%, alors que dans les zones urbaines, c'est plutôt 17,6%. Donc les mêmes camemberts que tout à l'heure, mais sur la capacité actuelle du PLU. Donc on voit que la part de U a réduit, puisque le territoire s'est construit, et l'importance relative de plus en plus importante des zones à urbaniser, puisqu'elles dépendent, elles, par contre, de projets qui doivent être pensés et construits. Donc, on a vu tout à l'heure, au gré des modifications du document d'urbanisme, les zones ouvertes à l'urbanisation ont évolué. Donc, au gré des modifications, il y a quand même 6 hectares qui a été ajouté au potentiel urbanisable de la commune, je dirais, puisqu'on a ouvert à l'urbanisation des zones. Bien sûr, on observe une baisse de la surface libre, puisqu'on a consommé du territoire, donc elle est cohérente avec la consommation foncière. Par contre, on n'est pas linéaire entre la capacité d'accueil initiale du PLU et la capacité d'accueil résiduelle du 2015. Ça ne marche pas bien quand même. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu curieuses. Notamment dans les zones urbaines, le potentiel a fortement baissé. On a perdu, alors si je vous mets ce tableau-là, je vais vous mettre les deux tableaux, mais bref, on a perdu quand même un potentiel de 467 logements entre 2008 et 2015 dans les zones urbaines. Ça tient beaucoup au fait qu'en fait, dans les zones urbaines, on produit moins de logements que prévu. En fait, les gens n'utilisent pas l'entièreté de leur droit à construire. En fait, ils ont tendance à faire beaucoup moins que ce qu'ils pourraient faire, puisque l'exercice, c'est de faire une capacité théorique. On est obligé de regarder en gros le maximum qu'on pourrait faire. Et donc, on observe une sous-exploitation des droits à construire par les propriétaires privés dans les zones urbaines au regard du potentiel. Phénomène qu'on a beaucoup moins en zone AUH1, puisque c'est des zones de projet qui sont beaucoup mieux maîtrisées et donc qui, elles, utilisent beaucoup plus leur droit à construire. Donc, la capacité... Ça, c'est au regard de maintenant, parce qu'entre 2008 et 2015, il y a la loi qui a changé, notamment concernant les postes. Donc là, les données que... Oui, bien sûr, et puis... Donc c'est au regard de... Oui, et des règles actuelles en plus avec la lutte à 2008. Les règles n'étaient pas les mêmes, on est d'accord. Non, les règles ont évolué, donc bien sûr, la capacité qui est évaluée en 2015, elle est faite avec les nouvelles règles du PLU. D'accord, donc en fait, on vous dit que de 2008 à 2015, la capacité d'accueil résiduel A changé, oui, a évolué différemment que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, donc bon, ça prend en compte, en fait, il y a plusieurs règles qui se sont à un moment donné... Imbriquées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de... Donc en fait, c'est pas non plus très juste, ça, du fait que... on regarde des règles... Oui, mais les règles, elles sont globalement plus favorables. Oui, elles sont plus favorables, oui, parce que... Et sur la zone urbaine, on observe une sous-occupation. Non, mais par rapport au... ce que la dame disait, par rapport aux 400 et quelques... Oui. Voilà. Bon, bien sûr, on en a fabriqué, enfin, on a fabriqué des logements, on a consommé des logements, mais le potentiel n'est pas observé en 2015. Et
nettement moins. Voilà. Oui, bien sûr, il y a d'autres paramètres. Donc pour les zones à UHE, la surface a diminué et puis le potentiel aussi a diminué. D'autant plus aussi qu'on a la prévision de certains équipements, on noté aussi certaines zones à UHE. Je vais passer rapidement sur ces cartes qui localisent des terrains libres encore disponibles actuellement pour 2015. Donc là, on retrouve quelques chiffres que je ne vais pas vous asséner parce que c'est sachez qu'on a fait une répartition en fonction des pôles de vie de la commune, hein, la Barque, Saint-Charles et le centre urbain. Donc, la capacité à logement, par exemple, à la Barque, elle est à peu près 200 logements actuellement. Alors qu'elle est de 1030 à peu près sur le centre urbain. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les logements sociaux? Quelle est leur capacité résiduelle en quelque sorte aussi? Qu'est-ce qu'on peut espérer produire dans le PLU comme logements sociaux? Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un certain nombre, si vous avez retenu, 242, 288. Alors 242 c'était les logements en préparation avec 46 logements plus d'un ancien, ça faisait 288 logements sociaux en tout. Et là-dedans il y avait les logements sociaux en projet réellement qui sont en train de sortir de terre actuellement. Donc ceux-là, on ne peut pas les compter dans la capacité résiduelle, ils sont en train de sortir. Donc on n'en a plus que 195 donc, qui sont réalisables dans le PLU avec, donc vous vous rappelez, hein, des emplacements réservés qui en créent un certain nombre, des terrains maîtrisés par la commune qui en créent encore d'autres, c'est-à-dire 121 issus des emplacements réservés, 44 issus des terrains maîtrisés dans la commune et un projet privé qui en portait 30. Donc ça nous fabrique un total de 195. Et on a nos fameux périmètres de mixité sociale. Donc vous vous rappelez la règle, hein, une SP de 900 m² qui déclenche 30% de logements sociaux. Sur le territoire de Fribourg, quand on regarde cette carte des terrains libres, il n'y en a que certains qui... non, pardon, pas la carte des terrains. Voilà. Sur ces terrains libres, vous comprenez bien que pour produire avec des règles fixées 900 m² de SP, il faut avoir une certaine taille de terrain. Donc il n'y a que quelques terrains qui produisent du logement social, qui sont susceptibles de produire du logement social. Sur les 136 terrains libres recensés sur la commune, il y en a seulement une quinzaine qui peuvent dégager 900 m² de SP et auxquels on peut appliquer une bonification de caisse. Et donc ça nous ferait un potentiel de 79 LLS, logements sociaux, possibles au travers des périmètres de mixité sociale. Donc au total, on aurait dans la capacité résiduelle du PLU 274 logements sociaux qui représenteraient à peu près 37% des 728 logements possibles qui restent possibles sur la commune. Donc ces 79 logements sociaux possibles auprès des périmètres de mixité sociale, ils couvriraient, donc on avait vu les 400 d'objectifs rénaux qu'on avait enlevé, les 288 possibles. Bon. Donc ça nous avait laissé 112 logements encore à produire. Donc ces 112 logements, vous voyez qu'ils ne seraient pas couverts par les 79 logements issus des périmètres de mixité sociale. Donc il faut trouver encore. Il faut encore travailler le territoire pour sortir des logements sociaux, notamment des emplacements réservés ou anticiper des opérations. Donc là, vous avez une carte avec en rouge les logements sociaux existants en 2015, ceux en projet, ceux restant à réaliser. Et les terrains en rose pouvant porter 30% de logements sociaux. Vous voyez, c'est très scientifique tout ça, hein, puisque tout est localisé, cartographié. Donc la zone sur le centre-ville.
728 logements, dont 274 LLS. Une production actuelle de 70 logements par an à peu près, qui tend à se réduire. Donc le PLU aurait encore, donc si on prend ces 70 logements et qu'on divise par an et qu'on divise les 728 par 70, on a à peu près une durée de vie encore de 10 ans du PLU. Bien sûr en ne prenant pas complètement en compte les phénomènes de migration foncière. Donc il faut réfléchir à l'avenir de la commune. Quelle taille de population souhaite atteindre la commune, quelle croissance démographique, quels sont les secteurs où la densification serait possible, parce qu'il faut regarder ça. Et on a vu que le territoire était notoirement sous-occupé un peu, mais en même temps il n'est pas facile à densifier parce que c'est un territoire complexe avec des voiries qui sont difficiles pour apporter une croissance en nombre de logements trop importante. Et puis, il faut peut-être réfléchir à de nouveaux secteurs de développement. Alors, les secteurs de la densification sont envisageables. Une des entrées qu'on peut avoir pour regarder ça, c'est de regarder l'emprise au sol actuelle des constructions. Donc ça, c'est fait, on prend le bâti qui existe sur une parcelle avec le cadastre. On regarde la taille de la parcelle et on fait le ratio de l'empreinte du bâti sur la parcelle. Et vous voyez ça, traduction de l'emprise au sol en couleurs, sachant que les couleurs vertes et bleues sont les emprises au sol les plus faibles, donc c'est 5 à 10%, et les violettes étant les plus faibles encore, puisque c'est moins de 5% des parcelles qui sont peuplées. Donc on voit que sur la commune, on a beaucoup de couleurs claires. C'est des parcelles qui sont... donc la majorité c'est quand même le vert, c'est-à-dire 10 à 20%. Si on regarde en fonction du zonage, on peut exploiter ces données par zone du PLU pour voir un peu ce que ça donne. Donc les rapprocher des règles d'emprise actuelles du PLU. Donc on voit que les zones les plus intéressantes à densifier seraient quand même les zones UC et UC2 bien sûr. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, une densification forte n'est pas envisageable sur le territoire de la commune parce que la structure urbaine et puis les réseaux viables ne sont pas adaptés à une urbanité trop forte. Les règles en place, elles permettent en fait déjà une urbanisation douce puisque on peut diviser la parcelle, on peut agrandir son bâtiment pour créer un logement supplémentaire puisque tous les droits à bâtir ne sont pas utilisés complètement. Donc si on imagine, si on regarde un peu plus précisément ce potentiel issu de la densification d'existence, on a un peu du mal à le quantifier en nombre de logements, parce que ça dépend tellement de l'initiative privée que c'est un peu difficile à estimer. Mais on peut choisir des critères pour essayer de quantifier ce qui pourrait se passer. Donc on choisirait bien sûr des parcelles bâties qui seraient essentiellement en UC1 ou UC2, c'est celles qui sont plus propices à la densification, qui auraient une emprise au sol actuelle des bâtiments qui serait inférieure à celle autorisée, c'est-à-dire 20%, des parcelles assez grandes pour être divisables de façon confortable, qui feraient donc au moins 2000 m², et on pourrait imaginer qu'on aurait au moins 100 m² par logement supplémentaire, parce que sinon après, s'ils ne font pas fabriquer des trop petits logements, ça ne serait pas vraiment intéressant. Donc c'est un potentiel de densification hypothétique, bien sûr, puisque tous les jours il dépend beaucoup de l'initiative privée, qui serait de l'ordre de 50 à 100 000 logements au maximum, qui pourraient être issus de la densification des zones urbaines actuelles du PLU. Donc là,
c'est les quarantaines de parcelles qui seraient densifiables avec les critères que je vous ai cités, c'est-à-dire qui font plus de 2000 m², qui sont situées en UC1, UC2, et dont l'emprise au sol est inférieure à 20%. Je rappelle que c'est un exercice hypothétique qui cherchait à quantifier un peu la densification. Donc, si on rajoute ces nouveaux logements, enfin ces nouveaux éléments au tableau qu'on a vu tout à l'heure, là, si on prend les premiers chiffres, c'est les mêmes que précédemment, on rajoute les capacités foncières et potentielles de logement. Donc, on a en espace libre sur la commune 34,4 hectares, qui donnerait un potentiel de logement de 728 logements, dont 321 LLS. C'est des grands chiffres à retenir sur tout ce que je vous ai exposé. Quel est l'avenir qu'on peut imaginer du document d'urbanisme de Fugo? Cette carte que vous avez sous les yeux synthétise un peu les problématiques qu'on peut dégager déjà pour l'avenir. Donc en fond un peu atténué, vous avez le document d'urbanisme actuel, avec l'évocation des zones. Donc, je vous rappelle que les zones bleu clair, c'est les zones périphériques foncières, qui sont les zones qui ne sont pas ouvertes à l'urbanisation pour le moment. Elles sont construites, bien sûr, mais elles ne peuvent pas se développer. Et les carrés donneraient l'orientation qu'on peut désentorcher déjà et imaginer pour l'avenir. Donc les carrés bleus seraient les carrés bleus et verts qui sont localisés ici et à la barque. Et ici, ce seraient les pôles de loisirs et les pôles d'équipement qui seraient nécessaires d'envisager pour le développement de la commune. À la barque, bien sûr, le pôle sportif et scolaire. Comment elle s'appelle déjà cette zone? Saint-François. Aussi, c'est il faut penser aussi au développement des activités d'industrie. Donc ça serait le carré rose à Saint-Charles et éventuellement à la barque, et au Sauvert. Ça, c'est l'orientation envisageable pour les zones AUH2 et ces secteurs. Il y a certaines zones qui posent problème pour leur avenir, notamment à cause de risques, et notamment ces zones encadrées de rouge, qui ont des difficultés à être équipées et à être défendues contre l'incendie. Et dont l'avenir est un peu en suspens. Je ne sais pas, je pense que le PLU à venir devra décider du devenir de ces zones, mais pour le moment, on ne peut pas envisager de les ouvrir à l'organisation. Bien sûr, il y a des zones qui sont maintenues, c'est celles qui sont encadrées en noir. Et des zones qui seront maintenues en réserve aussi, puisqu'on n'est pas on n'a pas besoin de les ouvrir immédiatement à l'urbanisation. Ce qui nous laisse en orange, en fait, les zones qui seraient ouvertes à l'urbanisation. On pourrait imaginer ouvrir à l'urbanisation dans le futur PLU. Donc c'est celle-ci, essentiellement. Donc les zones périphériques au centre-ville seraient maintenues en potentiel d'urbanisation future, c'est-à-dire fermées à l'urbanisation. Si on décline les capacités d'accueil en fonction de ces évolutions probables des zones UCH et AUH2 du PLU, on pourrait dégager une capacité d'accueil de 900 logements. Donc, tout à l'heure, c'était 728, donc on voit qu'on a gagné en constructibilité possible. Donc 177 logements en plus pour couvrir les besoins futurs de la commune. Et 400 personnes à peu près supplémentaires. Donc on voit que en fonction des objectifs que va se fixer la commune, on a des marges de manœuvre possibles avec, dans le futur document.
Donc, je vous rappelle que par rapport à la carte précédente, on aurait une zone de l'UCH qui serait fermée à l'urbanisation parce qu'elle est trop compliquée actuellement, elle pose des problèmes de réseau et des équipements qui ne sont pas résolus. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux zones à UH2 qui seraient intégrées, mais j'en vois plus sur la carte. Ah oui, celle-là. Merci. Je la vois ici. Et puis bien sûr des zones qui sont en suspens, qui sont là. Et donc au vu des blocages qui existent sur certaines zones, on a déjà entamé une réflexion pour voir s'il était possible de faire une nouvelle zone, parce que là on travaillait sur les zones existantes, mais on pourrait envisager de créer quelque chose de nouveau qui serait un couloir entre cette zone UCH existant et le rond-point de l'Europe. Et là, il y a les réseaux et que ça semble propice à l'urbanisation. C'est une piste toute chaude, de réflexion toute chaude sur les évolutions possibles du document d'urbanisme. Alors, une petite synthèse. Bon, je vous ai abreuvé de chiffres, je suis désolée, mais bon, c'était un peu le but de l'exercice, c'était vraiment de faire un bilan précis et pointu du document. Donc on a réalisé par cette étude, la fameuse étude de consommation foncière qui était exigée par la loi Grenelle 2. On a regardé les espaces agricoles et forestiers qui avaient été consommés. Qu'est-ce qui reste à réaliser par rapport au Grenelle? Il faut faire la trame verte et bleue de façon beaucoup plus conséquente que ce qui avait été fait dans le PLU. Il faut fixer des objectifs de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain, des objectifs chiffrés, je vous rappelle. Définir des orientations générales de préservation et de restauration des continuités écologiques. Je vous rappelle, Grenelle, c'est quand même très très orienté vers l'environnement. Tout ça, on est bien dans des objectifs de préservation de l'environnement. Réaliser des orientations d'aménagement et de programmation. Ça, on en avait déjà quelques-unes sur le... mais on pourra en réaliser de nouvelles. Et bon, réaliser, s'il y a besoin, l'évaluation environnementale cas par cas. Qui dépendra bien sûr du nouveau projet communautaire. Alors, les obligations issues de la loi ALUR. Donc, on a réalisé dans cette étude les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Qu'est-ce qui reste à réaliser? Bon, l'inventaire des capacités de stationnement public, on a fait déjà un gros morceau. Et voilà. Donc on a déjà pas mal travaillé pour faire le cadrage du futur document d'urbanisme. On sait d'où on part. Je pense que maintenant les gens qui vont, alors si c'est pas nous, ça sera d'autres qui travailleront sur le document d'urbanisme sauront exactement d'où ils partent et pour aller selon les volontés communales quelque part en fonction des objectifs démographiques qui seront fixés par la commune. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous laisser continuer notre conseil municipal. Est-ce qu'il serait possible de récupérer le document soit par fichier, soit par papier? Peut-être fichier serait peut-être plus... Bien sûr, je le laisse sur l'ordinateur. Parce que le document est dense et riche et également intéressant, mais c'est compliqué de tout retenir et de tout noter, donc si on peut l'avoir. Merci. Vous avez filmé, vous devez l'avoir. Si vous avez regardé les vidéos, on n'arrive pas à être transparent à la vidéo. Je pense que c'est... Moi, j'avais une question avant que Madame s'en va. C'est un document incroyablement riche et intéressant, parce qu'il est factuel et qui permet de sortir, justement, moi je découvre plein de choses par rapport à ce que je pensais. Donc, c'est aussi ça très intéressant parce que ça pose des choses de manière un peu factuelle. Est-ce que vous avez une idée si je résume un peu en disant on a mis en place des outils pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des capacités à construire et ils n'ont pas forcément été utilisés par des acteurs privés entre guillemets qui en avaient la possibilité. Est-ce qu'on a une idée
des raisons. Est-ce qu'on par d'autres études ou dans d'autres communes, etc., c'est des choses qu'on voit apparaître de manière commune par des périodes, enfin, je finis ma question, par des périodes, c'est-à-dire la période en ce moment fait que est-ce que ça peut être aussi les outils qui n'étaient pas forcément ceux attendus par les acteurs qui fait que ça n'a pas été utilisé, et quelle est la capacité de la collectivité à agir sur ces outils ou sur le marché privé, entre guillemets, pour faire en sorte que justement ça s'applique tel que c'était prévu. Alors c'était plutôt une question générique là. Après Moi je vais prendre un petit peu la parole, puisqu'on ne l'a pas donné, mais je la prends comme vous d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs je remercie grandement les services d'urbanisme qui a fait un travail très poussé, et également le bureau d'études qui a mis tout ça en musique, et qui, c'est vrai, a fait une présentation qui était remarquable. Donc ça, je pense qu'on peut presque l'applaudir, parce que c'est un beau bilan de 7 ans d'utilisation du PLU. Anne avec, parce qu'Anne a beaucoup travaillé aussi. Hein. Et vraiment une compétence. Voilà. Donc, au niveau des outils, oui, c'est vrai que les outils à la disposition des communes, il y en a pas mal. Aujourd'hui, avec l'architecture qui existe, notamment avec la communauté d'agglomération, on a respecté aussi la mise en place, par exemple, du PLH. On est bien en dessous des objectifs du PLH, puisque le PLH prévoit quand même 50 logements l'hectare, alors qu'on est autour autour d'une vingtaine de logements à l'hectare. Et je pense que la population le vit très correctement. On aurait densifié peut-être plus, on aurait eu certainement beaucoup plus d'opposition de la population. Voilà, enfin, nous on le sent comme ça. Après, au niveau du reliquat, on va dire, de terrain qui serait constructible, terrain constructible, comme on l'a dit le bureau d'études, pour qu'il soit constructible, il faut quand même qu'il y ait les réseaux. Hein, ça, c'est la priorité, il faut qu'il y ait les voies. Et l'accès, bien sûr, l'accès, mais pas seulement, parce qu'on essaye quand même de mettre en adéquation les équipements publics, notamment les écoles, les équipements sportifs, enfin tout ce qui fait une vie au village. Et je dirais même qu'au-delà de tous ces équipements, il faut aussi que les personnes puissent respirer. Il leur faut des espaces de détente de plus en plus importants. Au plus la population elle monte, au plus le maillage des terrains se réduit, au plus il faut d'espace public pour que les personnes puissent aller, on va dire, balader ou respirer un petit peu, c'est-à-dire sortir de ce qu'on pourrait appeler une ville qui se densifie. Voilà, donc tout ça, cet équilibre est contraint dans deux bulles, hein. La bulle de village, du village avec une extension possible. On a vu les AUH2 qui sont encore potentiellement constructibles dans l'avenir, on n'est pas pressé. Et puis la partie de la barque qui est aussi intéressante, puisque on est près des accès principaux, on est près d'une gare aussi qui à l'avenir est appelée à être remise en service. Et je pense que sur ces deux pôles-là, il faut regarder avec attention ce qui se passe et développer de l'habitat de façon, on va dire, graduelle. Voilà. Ça, c'est notre vue de la chose. Après, techniquement, c'est vrai que le nombre, quand on a découvert ça aussi, il nous semblait quand même que le nombre d'habitations n'était pas excessivement important par rapport à ce que certains pouvaient dire par le passé. Il y en a qui ont cité béton-fillon aussi. Hein. Or, le béton-fillon, il n'était pas trop là quand même. Il a été, on va dire, humainement réparti et on n'a pas salopé notre village. Et je pense qu'il faut qu'on continue sur cette dynamique. Donc, l'objectif qui était à 2018, 12 000 habitants,
Ben, si on l'obtient en 2022 ou 2024, moi je serai le plus heureux, mais je pense que tous les collègues, pareil, et Madame le maire, la première. Hein. Voilà. Après, tant qu'on peut maîtriser le territoire comme on le fait aujourd'hui à travers le PLU, à travers ce qu'on a mis en place, pas de souci. Maintenant, demain, on ne sait pas exactement comment ça va se passer au niveau de la maîtrise de ce fameux territoire. Plein de nouvelles réglementations qui arrivent, des nouvelles lois, on va être très vigilants et puis on va essayer de maintenir le cap. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ce travail qui est un travail quotidien. Alors bien sûr le logement social, il faut qu'on en fasse. Si on applique la loi SRU pure et dure, je crois il nous en manque 800. Donc on va en faire un certain nombre. Je pense que c'est ce qu'il faut à peu près pour une ville comme Fuveau. Il y en a beaucoup qui seraient contre cet objectif, mais je crois qu'il faut en faire. Et tout à l'heure, vous disiez, mais pourquoi les promoteurs ne se sont pas attachés à construire tout ce qu'ils pouvaient construire, en fait, hein? Ben, pour la bonne et simple raison, c'est que on a été les premiers à mettre en place, quand même, à travers notre règlement, des obligations de faire des logements sociaux. Et puis, on s'est quand même aperçu, au bout de quelques années, que c'est bien beau de passer par ce système-là. Par contre, pour avoir 10 logements sociaux, on est obligé d'en donner 20 à l'accession. Et ça, c'est vrai que chaque fois, c'est un peu un déséquilibre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas produire du logement à l'accession, il en faut. Mais ce déséquilibre, on n'arrivait pas à engranger donc, un nombre de logements sociaux suffisant. Hein. Et le logement privé, par contre, c'est vrai, prenait des ampleurs importantes. Donc c'est pour ça qu'on a mis aussi en place des accessions sociales, bien qu'elles ne soient pas décomptées dans tout ce qui est social, puisque la loi ne le prévoit pas, mais ça correspond quand même à une demande de la population, et notamment une demande de la population qui est jeune. C'est une façon de produire des logements qui est énormément demandée. Alors, 300 et quelques logements sociaux, je crois, qui sont prévus. C'est de la théorie. Nous, on va essayer d'en faire quand même sur le mandat, on est à pratiquement 200 et 250, quoi. Si on arrive à faire ça, avec l'aide de l'EPFR, puisqu'on a ces outils-là aussi, qui peuvent nous aider à acheter des terrains qui sont privés aujourd'hui. Donc si on peut arriver à ce montant-là de nouveaux logements sociaux, je pense qu'on aura quand même bien travaillé. Voilà. Et pour amener un complément à ce qu'a dit M. Véran, mon expérience sur d'autres communes montre que Fuveau n'est pas solitaire dans son cas de figure. Je dirais qu'une ville qui est en mutation comme ça, qui est passée du village à la moyenne ville et qui va vers quand même sous pression de l'environnement métropolitain, enfin de l'influence de Aix-Marseille, qui devient quand même une cité quand même importante, hein, qui se développe, elle a du mal, les habitants ont du mal à faire de l'urbain. Ils sont attachés au caractère villageois de leur commune et ils n'ont pas forcément envie, sur leur parcelle encore disponible, d'aller réaliser un collectif, s'ils peuvent le faire, ou faire 3 logements côte à côte, alors qu'ils n'ont envie que d'une maison, quoi. Et ce qui explique un peu cette espèce d'ambiguïté qu'ont toutes les communes actuellement, c'est-à-dire qu'on est attaché à son cadre de vie, à sa commune telle qu'on l'a connue dans le passé, on a du mal à se projeter vers une ville en devenir. Il n'y a que des opérations un peu conséquentes qui maillent le territoire, qui peuvent tirer la population vers cette impression-là et qui la poussent à accepter son statut nouveau de ville et qui fait qu'après c'est plus facile pour les gens de passer à de l'urbain réel.
Donc on est dans cette phase un peu de mutation où le maillage bière est encore pauvre et puis étriqué. Et c'est vrai qu'une ville, ça ne se construit pas comme ça, hein, ça se construit vraiment au fil du temps. Ah oui, la dernière question. C'est juste une question sur les outils, donc oui, merci pour ce document. Dans les chiffres, j'ai cru voir encore ce qui me semblait déjà être vrai sur FUVO, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires. Et donc, indépendamment du logement social, se pose la question, et alors là, c'est quels outils aussi, est-ce qu'on peut réfléchir à ça? Et c'est vrai que la population qui n'a pas cru de façon importante, c'est aussi des départs de jeunes beaucoup, parce qu'il n'y avait pas les logements pour. Et ça peut influer sur la mentalité des gens qui effectivement sont venus pour le village, mais qui 30 ans, 40 ans après ont des enfants qui sont grands et qui aimeraient bien les voir s'installer sur la commune. Donc ça aussi, ça aide à aller vers la ville et à accepter. Mais ça devrait être aussi, je ne sais pas comment, avec quels outils justement la mairie peut ainsi. Qui peut favoriser le maintien des jeunes sur place. Et le locatif, voilà, c'est le locatif, comment on peut aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et c'est vraiment... Le locatif, ça vient aussi beaucoup avec le collectif. Oui. Donc voilà, c'est des mentalités à changer. Ce que je demandais, c'est quels outils on peut utiliser vis-à-vis des promoteurs privés dans la conception pour essayer de dire c'est ça qu'on veut maintenant, quoi. Moi j'ai peut-être un petit outil, un petit élément de réponse, juste les chiffres d'inscription dans les écoles de la commune montrent que justement les populations jeunes s'installent et restent à FUVO. On a des tranches, les cadras qui ont des enfants grands de 5-6 ans. Mais c'est quand même des jeunes célibataires, d'après l'INSEE, les derniers chiffres, ont quitté FUVO. Les 20-30 ans. Voilà, c'est pas que des anciens non plus qui restent, il y en a aussi des gens qui ont des enfants de 3 à 12 ans. C'est aussi l'emploi qui fait partir, c'est pas que le logement. Bien sûr, il y a l'emploi et l'emploi et le prix. Voilà, vous posiez la question sur les outils. Effectivement, les outils, depuis très longtemps, on a mis en place des emplacements réservés pour le logement social. Et petit à petit, ça a un effet, mais pas immédiat, hein, puisque les derniers terrains qu'on a récupérés dans le village même, on avait mis en place ces emplacements réservés en 2003. On a acheté les terrains là, maintenant. Ensuite, on a la CPA qui nous a aidés à un moment donné pour acheter quelques terrains, mais on a aussi le PFR qui est de plus en plus présent. Et l'opération de l'ouvrière n'a pu se réaliser qu'avec l'aide de l'EPFR, hein, parce que la commune n'avait pas l'argent pour acheter le foncier. Le foncier, c'est la base là, de tout. Donc, quand on prend 80% d'augmentation du foncier en 10 ans, ben, c'est vrai que ça fait mal sur les opérations immobilières. J'ai juste une dernière question là, on entendra le débat. C'est quoi les perspectives ou les échéances maintenant? C'est-à-dire que ça amènerait potentiellement une révision profonde du PLU. Est-ce que vous avez une date prévue ou une potentielle, enfin, sans prendre en compte l'histoire de la métropole, etc. Mais est-ce que vous envisagez quelque chose et dans quelle mesure vous comptez nous associer à ce travail? Alors, au niveau de la révision du PLU, vous avez compris que lorsqu'on a fait le PLU, on a fait le PLU avec les règles qui étaient en vigueur à l'époque. Hein. D'autres sont venus, ont vu le jour, le Grenelle de l'environnement, la loi Allure, voilà, la métropole, on fait tout ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il faut mettre en révision notre PLU pour être en conformité. Il faut être aussi en conformité avec le SCOT, hein, notamment sur les trames bleues et vertes. Le SCOT les décline très précisément, quoi. Donc on ne pourra pas inventer, nous, une trame verte et bleue différente que celle qui est mise au SCOT. Donc tous ces éléments font que c'est vrai, il faudra aller vers une révision du PLU. Alors, je pense... Il y a le Grenelle qui nous oblige voilà. Il y a l'obligation de 2017. C'est la date du point. Donc je dirais qu'à le faire, on le fera avant la fin 2017. On a déjà fait une partie du travail, hein. Vous avez vu auprès d'études, on a quand même avancé déjà beaucoup. Les prochains, je ne sais pas qui s'appellera au PLU, il y aura globalement à faire, réfléchir sur le devenir du territoire, bien sûr, sur les zones à ouvrir, à garder fermées, tout ce travail qu'on a préfiguré. Et il y aura à faire essentiellement
l'étude au cas par cas environnementale et mettre en musique un peu tout, mais quand même on a pas mal avancé sur... ça ne sera pas un PLU très lourd à constituer. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, moins long que la dernière fois. Ça avait été très long. Juste, je rajoute quand même qu'au niveau des services du préfet, on a reçu pas mal de portées à connaissance, dont le risque incendie, qui lorsqu'on l'a vu nous a fait un peu peur, hein, parce que il y a une grande partie de la commune qui est concernée par ce risque-là. Donc tout ça, c'est des contraintes qu'il faudra falloir mettre en musique dans le futur document. Je remercie tous les intervenants et puis Daniel aussi qui avait été quand même à l'origine avec Jean du PLU de 2008 qui finalement était bien pensé. Voilà.